Merci Marie-Hélène. Donc, j'ai le plaisir d'annoncer la prochaine conférence. Donc, elle adressera certaines questions relatives aux statuts et aux identités qui se jouent, se négocient et se développent chez les autistes, entre les autistes et entre les autistes et les alistes, et plus largement au sein de la société. Reconnaissant l'importance des représentations sociales, mais également le caractère profondément idiosyncratique de la construction et de la protection de l'identité, cette présentation s'attardera à ce qu'est être autiste. Elle abordera plus spécifiquement la façon dont l'estime de soi et le sentiment d'appartenance se construisent sur la base d'identités attribuées et ou choisies, de même que sur la base d'identités multiples, parfois irréconciliables. Marjorie Desormeaux-Moreau est chercheure et professeure agrégée à l'Université de Sherbrooke, est ergothérapeute de formation. Marjorie occupe la présidence direction d'Autisme Soutien, un OSBL dont toutes les activités sont gérées et offertes par et pour les autistes. Le titre de sa conférence, c'est Être autiste, des statuts et des identités qui se jouent, se négocient et se développent. Marjorie, la parole est à toi. Je viens de lancer mon partage d'écran. Est-ce que vous voyez? Parfait, merci beaucoup. Merci pour cette introduction, cette présentation. C'est vraiment un plaisir là, pour moi de me joindre virtuellement aujourd'hui. Puis je tiens à remercier l'équipe du GRADA de m'avoir invité pour cette conférence. Avant de commencer, je prends un petit moment pour mentionner que je participe au symposium à partir du confort de mon foyer qui est situé sur le territoire ancestral de la nation Wabanaki. Pour me décrire, j'ajouterais que je suis blanche, j'ai les cheveux bruns légèrement bouclés qui arrivent un petit peu sous le menton. Je porte des lunettes dont la monture est arrondie. Aujourd'hui, j'ai un haut qui est dans les teintes de bleu, vert et turquoise et j'ai sur la tête des écouteurs. Pendant ma présentation, je vais m'attarder d'abord à une mise en contexte qui va s'enraciner dans l'émergence de l'étiquette autisme. Je dis ça en mimant des guillemets. Je vais parler d'être autiste, c'est quoi? Et pour ça, je vais soulever la question des représentations et des identités et je vais aborder quand et comment réclamer cette identité. Je vais poursuivre en parlant de protection de l'identité, phénomène entre résistance et transformation, et je vais conclure avec des messages clés. Avant de débuter, les personnes qui peuvent voir vont noter dans mon soutien visuel, c'est-à-dire dans mon PowerPoint, que j'utilise la terminologie autiste, A minuscule, barre oblique A majuscule, U-T-I-S-T-E, pour privilégier un langage qui est axé sur l'identité plutôt qu'un langage axé sur la personne et reconnaître que pour certaines personnes, celles-ci se considèrent en fait autistes avec un A minuscule qui vient traduire qu'il s'agit pour elle d'un attribut, d'un état, d'une condition, d'une façon d'être, alors que d'autres s'identifient autistes avec un A majuscule pour traduire qu'il s'agit pour elle d'une partie de leur identité et de leur culture. L'utilisation du terme autiste, A minuscule, barre oblique, A majuscule, U-T-I-S-T-E, comme nom commun, en fait, s'inspire d'une convention observée dans les communautés sourdes. Il s'agit d'une terminologie que moi, j'utilise depuis 2021 et qui est utilisée par Autisme Soutien depuis sa fondation. Autisme Soutien étant un organisme à but non lucratif qui offre du soutien social en ligne par et pour des autistes et des activités éducatives à visée neuroaffirmative. Donc, pour ma mise en contexte, j'ai envie de souligner d'abord que trop souvent, les autistes ont été réduits au silence et historiquement objets et non pas autrices ou auteurs des narratifs, autrement dit des histoires qui les concernent. On constate en fait très facilement, autant dans la littérature qu'au cinéma, que dans les médias, on écrit sur, on parle des autistes, voire on parle pour les autistes, c'est encore pire. On joue des rôles d'autistes, mais en fait, il y a très peu d'espace, très peu de tribunes pour que les autistes puissent s'exprimer directement. Un exemple flagrant de ça qui est assez contextualisé au fait qu'on est présentement à la fin du mois d'avril, fin du mois d'autisme. Si on retourne littéralement un an en arrière, pendant le mois de l'autisme 2022, donc l'an passé,
Il y a eu dans la presse écrite provinciale, régionale, francophone du Québec, en fait, il y a eu 33 articles là, qui ont évoqué les mots autiste, autisme en lien avec le fait là, que c'était le mois d'autisme. De ceux-ci, donc il y en a eu 33 au total, de ceux-ci, il y en a 28 uniquement qui mettaient en perspective, en fait, il y en a 28 qui mettaient uniquement en perspective, la vision, le propos de parents visiblement, vraisemblablement alistes, donc qui ne sont pas autistes, d'enfants autistes ou de prestataires de services de santé ou de services sociaux. Et sur les 5 articles qui restaient, il y en avait 2 qui abordaient très minimalement, succinctement, une perspective portée par des personnes qui étaient elles-mêmes autistes à travers un ensemble de perspectives là, qui s'ancraient dans des savoirs professionnels, dans des visions professionnelles. 2 étaient des lettres ouvertes et il y en avait un qui mettait de l'avant uniquement et vraiment en s'enracinant dans l'histoire, la perspective, le narratif d'une personne autiste. C'est assez flagrant, en fait, pendant le mois d'autisme, qu'on laisse si peu d'espace à des narratifs et des histoires portées, racontées, décrites par des autistes. Dans le monde et les milieux scientifiques, c'est exactement la même chose. Les savoirs dont on dispose actuellement, les savoirs sur lesquels on peut s'appuyer, nous viennent principalement de recherches qui ont historiquement été menées sur les autistes par des personnes qui ont des rôles de chercheurs ou des rôles de cliniciennes alistes. Aliste étant un mot là, qui traduit, qui désigne des personnes qui ne sont pas autistes. C'est quelque chose qui tend à changer, mais il reste que le bassin de connaissances actuellement disponible, c'est de ce type de savoir qui est principalement teinté. En ce qui me concerne, et aussi déplorable que ça puisse être, c'est malheureusement pas surprenant. Pourquoi? Ben, parce qu'en fait, entre autres, le concept, l'étiquette, je mets ici des guillemets, d'autisme, a été créé pour expliquer des comportements observables chez un sous-groupe de personnes, à savoir chez les autistes, et ça, tels qu'ils sont perçus, tels qu'ils sont compris de l'extérieur par des personnes dont la voix fait autorité. Et dans le cas qui nous concerne, quand on parle d'autisme, la voix qui fait autorité, c'est celle de personnes qui sont issues des milieux médicaux. L'émergence du concept autisme et sa déclinaison autiste est donc indissociable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la séparer des structures de pouvoir à partir desquelles elles se sont développées. Dit autrement, il faut garder en tête que le pouvoir de déterminer c'est quoi l'autisme, le pouvoir de déterminer qui est autiste, fut historiquement détenu par des alistes qui avaient un rôle soit en recherche, soit dans le domaine de la santé, dans le domaine médical. Être autiste, ce n'est donc pas appartenir à une catégorie neutre. Au contraire, parce que l'autisme est né, et Gabriel l'a mentionné tout à l'heure dans son introduction, l'autisme est né en tant que, je mets des guillemets ici, là, diagnostic psychiatrique. Conséquemment, ce qu'on pense savoir des autistes et l'idée qu'on se fait de leur réalité, de leur vécu, de ce qu'ils, qu'elles ou qu'elles sont, est essentiellement inspiré du regard porté par des alistes. Le fait que ce qu'on pense connaître de l'autisme et de la réalité du vécu des autistes soit essentiellement le fruit de savoir généré par des alistes, ça, selon moi, là, ça nous invite à reconsidérer la validité. Ça nous invite à reconsidérer la portée de ces savoirs, d'autant plus, en fait, que la recherche, que la couverture médiatique relative à l'autisme ainsi qu'aux autistes repose, s'enracine dans une histoire distinctive d'exclusion et de déshumanisation. Pour se le dire, l'étiquette autiste a été associée, en fait, est associée à un cumul de stigmas. Et la rhétorique historique déshumanisante à propos de l'autisme et à propos des autistes, que ce soit en recherche ou dans les médias, a été et est encore aujourd'hui source d'aliénation et de stigmatisation pour les autistes. On ne peut pas négliger les impacts d'une telle rhétorique sur les personnes qui sont directement concernées, à savoir sur les autistes. Et ça, particulièrement quand les narratifs qui y sont associés sont présentés comme scientifiques ou médicaux. Parce qu'on sait que dans notre société, il y a une autorité et il y a une validité
qui est associée, une validité perçue, en fait, une légitimité perçue qu'on associe au discours, aux narratifs scientifiques et médicaux, largement. Les résultats d'une étude menée par Botta et ses collègues pour documenter comment les autistes font sens de l'autisme et du stigma qui s'y rattache font d'ailleurs sortir, encore une fois, sans grande surprise, la dissonance, la lourde, la pénible tension entre la vision que les autistes ont d'eux, d'elles ou d'elles-mêmes, une vision qui la plupart du temps ne relève pas d'un modèle pathologique, et la vision qu'entretient la société à leur égard. L'exposition au stigma, l'exposition aux préjugés, c'est destructeur pour l'identité. C'est destructeur pour l'identité de tout le monde, incluant pour celle des autistes. D'autant, ici, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, qu'il importe pour les autistes, comme pour toute autre personne d'ailleurs, d'avoir une identité, une estime de soi positive. Hein? C'est d'ailleurs un des postulats de base centraux dans la théorie de l'identité sociale. Le contexte que je viens de décrire soulève des questionnements et des défis importants relativement au statut, aux identités qui se jouent, qui se négocient, qui se développent chez les autistes, entre les autistes et les alistes, et plus largement au sein de la société. La construction identitaire, c'est un processus qui est à la fois fonction, autrement dit, qui est tributaire et dépendante, et contributive aux représentations sociales. De façon générale, hein, les théoriciens et les théoriciennes considèrent que c'est difficile de déterminer ce qui vient en premier, la représentation ou l'identité. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'elles sont toutes les deux intimement liées et que les représentations négatives de l'autisme ont nécessairement une incidence sur l'identité des autistes. Parfois attribuée ou imposée, parfois choisie, l'identité renvoie à l'ensemble des caractéristiques, l'ensemble des représentations, l'ensemble des sentiments par lesquels un individu, un groupe se perçoit et est perçu en tant qu'entité spécifique. L'identité, elle se développe par un positionnement relativement aux autres et elle repose nécessairement sur la différenciation par rapport aux personnes qui appartiennent au même groupe que nous et celles qui n'appartiennent pas au même groupe que nous. C'est au final par l'appartenance perçue à différents groupes et par la reconnaissance de cette inclusion par autrui, par les autres, que va se construire, que va se constituer l'identité sociale. Si on admet qu'on est autiste, je pars de cette prémisse-là, là, c'est celle sur laquelle je m'appuie, c'est celle sur laquelle s'appuient bien les gens. Ben, quand et comment peut-on réclamer l'identité ou alternativement le statut d'autiste? Il y a plusieurs personnes qui diront qu'être autiste, c'est répondre aux critères diagnostiques du DSM. Adopter cette prémisse, ça revient à dire que pour réclamer une identité ou un statut autiste, il faut se soumettre à une évaluation de soi à travers le prisme de la médicalisation, à travers le prisme de la pathologisation de l'autisme, qui est problématique pour plusieurs raisons. C'est problématique d'abord parce que ça vient réitérer et confirmer une compréhension de l'extérieur, une compréhension biomédicale de l'autisme, une compréhension qui implique une analyse de soi à travers le prisme déficitaire qui s'y rattache. Une analyse qui, soit disant passant, là, est vécue comme très invalidante pour plusieurs autistes parce que ça implique de se soumettre à une analyse, une évaluation de soi à travers un cadre qui détermine comme étant insuffisant, inadéquat, manquant ce qu'on est, ce qu'on incarne, ce qu'on représente, en occultant, en négligeant quasi systématiquement toutes les forces, les attributs favorables, positifs qui s'y rattachent. Parce qu'en fait, on ne se cachera pas, là, dans une évaluation qui vise à attribuer un diagnostic, je dis ça avec des guillemets, d'autisme, bien en fait, on ne documente pas
on ne s'appuie pas hein, sur les grandes forces que les gens peuvent présenter. Les critères diagnostiques, je mets encore une fois des guillemets, sont en fait une série de caractéristiques qu'on considère comme inadéquates, manquantes, déficitaires. C'est aussi problématique de considérer qu'être autiste, que pouvoir réclamer un statut, une identité autiste, ça s'appuie sur les critères du DSM. C'est aussi problématique du fait que cette compréhension biomédicale de l'autisme est teintée de biais épistémiques qui excluent la majorité des personnes qui vivent sur la planète, des biais notamment sexistes, cisgenristes, ethnocentristes et racistes. Et là, ici, je souligne aussi hein, que l'élaboration même de ce guide, hein, le DSM, Bible de documentation, d'évaluation de ce qu'on considère comme des conditions, des troubles psychiatriques. Encore une fois, je mime des guillemets pour le bénéfice des gens qui ne me voient pas. En fait, est le fruit du travail de personnes essentiellement de sexe masculin, blanc, privilégié et assez âgé. Historiquement, là, ça s'est construit en s'appuyant et en se réappuyant sur ce type de perspective. Et en fait, toute perspective est nécessairement située dans la réalité des personnes qui les portent, qui les façonnent, qui les rédigent. De façon similaire, c'est ultimement aussi problématique parce qu'une telle compréhension, ben, en fait, elle est nécessairement marquée d'injustices, notamment sociales et financières, qui viennent caractériser que le fait que l'accès aux démarches d'évaluation qui permettraient la validation des critères diagnostiques de l'autisme, si on s'appuie sur une vision que pour pouvoir réclamer un statut d'identité autiste, il faut nécessairement avoir cette validation-là, elle est limitée parce que l'accès à ces démarches-là n'est pas facilitant, n'est pas accessible à tout le monde. Il y a des freins qui sont présents pour certaines personnes, pour certains groupes, davantage que pour d'autres. Et pour finir, ben, c'est aussi problématique parce qu'une telle compréhension, elle néglige que l'expérience de l'autisme, elle ne prend pas forme au moment où le statut ou l'étiquette d'autiste est médicalement attribuée par une personne. À titre d'exemple, le sentiment de profonde différence qui est fréquemment décrit par les autistes, ça ne vient pas avec le diagnostic que je mime ici, là, en guillemets, ou à une identification formelle par des professionnels qui sont habilités à le faire, qui sont jugés habilités à le faire. Dans les faits, la plupart rapportent avoir été habités par ce sentiment de profonde différence d'aussi loin qu'elle ou qu'elle s'en souviennent. Les travaux de McDonald réalisés dans le cadre là, de la validation du Autism Spectrum Identity Scale mettent d'ailleurs en évidence que même sans l'identité attribuée par le diagnostic, les personnes qui se considèrent ou s'auto-identifient autistes présentent et rapportent une expérience similaire à celle de leur père diagnostiqué en ce qui a trait notamment au stigma et à son internalisation, de même qu'à la formation d'une identité autiste. Et je rappelle ici hein, que l'identité, je l'ai mentionné tantôt, elle passe par ce qu'on a de commun et ce qu'on a de différent par rapport aux autres. Puis ça ne repose pas sur une identité attribuée. Ce vécu-là n'est pas dépendant d'une identité attribuée. Ultimement, qu'elle soit attribuée par le corps médical, qu'elle soit attribuée par des proches, qu'elle soit attribuée par des pairs, qu'elle soit choisie, il n'en demeure pas moins que c'est sur la base des représentations courantes que se construit l'identité autiste, comme c'est d'ailleurs le cas là, pour toute autre forme d'identité. Plus encore, l'interprétation et la construction de la compréhension d'une situation, ici, ben, qu'est-ce que l'autisme et qui est autiste, suppose de se positionner soi-même et les autres en tant qu'actrice ou qu'acteur social, et ça, ben, par rapport aux représentations sociales dominantes. Comprendre ce qu'est l'autisme et qui est autiste suppose donc de se positionner par rapport, je l'ai mentionné, aux représentations sociales dominantes. Puis, si vous avez porté attention à ce que j'ai expliqué tout à l'heure, vous aurez peut-être déduit, vous aurez peut-être vous-même fait le lien, là. Ben ça maintient grande ouverte la porte aux narratifs et aux représentations invalidantes de l'autisme et des autistes, notamment sur la base de normes et d'attentes neuronormatives.
des normes et des attentes qui sont mises en place, formulées par et pour des personnes qui correspondent au neurotype prédominant, donc au neurotype qui est le plus largement répandu et surtout qui est celui qui a l'autorité et qui se pose comme autorité pour formuler les attentes et les normes sociales. Cela étant dit, il y a de l'espoir parce que les étiquettes, elles ne sont pas statiques. Elles sont en fait des créations humaines dynamiques. Les identités sont mouvantes et le statut groupal est toujours en constante négociation. Les représentations et les attentes sociales ne sont au final pas uniquement imposées. Elles sont aussi et elles suscitent résistance et subissent transformation. On est agent et agente, actif et active de la reconstruction et parfois de la contestation des représentations et des identités. Je l'ai mentionné tantôt, un des postulats de la théorie de l'identité sociale, c'est que toute personne va chercher à avoir une identité, une estime de soi positive. Lorsqu'on fait face à des représentations négatives de soi, lorsque l'infériorité de certains aspects de notre identité est aussi importante que flagrante, comme c'est le cas bien souvent pour les autistes, il y a différentes stratégies au caractère profondément idiosyncrasique, ça veut dire que ça nous est très, très propre et personnel, qui se mettent en place pour façonner la construction et la protection de notre identité. Chez certaines personnes, ça se traduit par le fait de nier ou de rejeter une identité qui est attribuée. Le portrait et la perception négative des autistes qui, en fait, vient engendrer une importante pression sur plusieurs autistes pour cacher le fait d'être autiste, pour camoufler les caractéristiques, les attributs qu'on rattache, qu'on associe à l'autisme, est important et en fait contribue à l'utilisation de cette stratégie par plusieurs personnes. Et ça, en dépit du fait des importants impacts qu'ont ces stratégies sur la santé mentale. Parce que les stratégies de camouflage ou de masquage ont des répercussions importantes documentées sur la santé mentale. C'est très préoccupant que les représentations sociales, que les perceptions sociales, que la façon dont on considère d'autres personnes se répercutent sur elles, de sorte à ce que les gens choisissent de rejeter cette image qu'on tente de leur imposer avec les répercussions là, que ça peut apporter sur leur santé mentale, sur leur bien-être. Chez d'autres personnes, ça va se traduire par le fait de se comparer à un groupe au statut qui est encore plus inférieur que celui qu'on nous attribue. Ici, on peut penser, puis peut-être que vous l'aurez fait instinctivement, intuitivement, on peut penser à la division ou à la différenciation qu'on observe parfois à l'intérieur des communautés autistes, qu'on observe parfois entre autistes, qu'on observe parfois aussi fait renforcer par certaines personnes qui sont parents d'enfants autistes ou même par des personnes professionnelles. On voit également ça fait dans certains écrits scientifiques. Vous avez peut-être déjà entendu, vous avez peut-être déjà lu en fait des différenciations, des contrastes entre les personnes qu'on va qualifier d'autistes de haut niveau, je mets des guillemets ici, là, ou qu'on va qualifier d'autistes de bas niveau, encore avec des guillemets de fonctionnement. Ça a été mentionné tout à l'heure dans la présentation qui a précédé par Stéphanie et Isia. On peut penser aussi, en fait, quand on contraste les autistes verbales, je mets des guillemets encore une fois, c'est-à-dire les autistes oralisants qui s'expriment à l'oral, des autistes non-verbaux, encore avec des guillemets, des autistes non-oralisants qui s'expriment autrement qu'à l'oral. Ou encore quand on se compare, quand on se contraste par rapport à des autistes qui ont ou qui n'ont pas de déficience, qu'on dit avoir ou ne pas avoir de déficience intellectuelle associée. Chez d'autres personnes, façonner et protéger son identité, ça se traduit par la reconstruction, la redéfinition sous un jour plus positif, que ce soit en redéfinissant la valeur des conditions associées au statut infériorisé ou en focalisant sur de nouvelles dimensions, de nouvelles cibles de comparaison qui sont plus avantageuses.
En lien avec cette stratégie, c'est intéressant de noter que les autistes sont plus enclins à soutenir des modèles d'acceptation de l'autisme, comme le paradigme de la neurodiversité, entre autres, comme les approches neuroaffirmatives aussi. Et c'est aussi important d'avoir conscience, et ça fait beaucoup écho là, à ce qui vient d'être mentionné, puis à l'essence même du symposium qui est proposé là, aujourd'hui et demain, que l'autodésignation, par opposition au diagnostic qui dépend plutôt sur une identité attribuée, contribue à un sentiment accru de pouvoir d'autonomisation, comme c'est aussi le cas pour les démarches de réappropriation et de réclamation du langage, du discours. Des trois stratégies que j'ai évoquées, c'est intéressant que celle-ci, là, celle qui repose sur la reconstruction, la redéfinition, contribue à transformer les représentations plutôt qu'à renforcer l'invalidation ou l'infériorisation des identités ou des attributs, des identités ou des statuts attribués. Cela étant dit, là, ici, c'est vraiment très important pour moi de souligner qu'on se rappelle, on parle de personnes qui vivent de la stigmatisation, qui vivent de l'oppression. Et donc, c'est important d'éviter d'adopter une posture où on porterait un jugement, un regard critique par rapport au choix des stratégies qu'adoptent les personnes pour protéger et assurer leur sécurité, protéger leur identité. Il n'y a pas de hiérarchisation entre des bonnes stratégies ou des moins bonnes stratégies là, quand on parle d'assurer sa sécurité. En ce qui me concerne, je juge, je dénonce, je condamne très fortement les contextes neurocapacitistes qui maintiennent l'oppression, la stigmatisation, sur la base desquels certaines personnes vont avoir besoin d'utiliser de telles stratégies pour se protéger. Je termine ma présentation avec quelques messages clés qui prennent appui sur le contenu de ma présentation. Pour les alistes dans l'auditoire, mon message en veut un de conscientisation, plus encore un appel à la transformation. Je souligne, je réitère l'importance de changer la façon de caractériser, la façon de définir les autistes, ce qui fait écho au symposium d'aujourd'hui. Je souligne et réitère l'importance de changer la façon dont les mots sont utilisés pour décrire l'expérience de l'autisme et ce qui s'y rattache. Pour prendre conscience de ses propres privilèges, notamment du fait, le cas échéant, si c'est applicable, de son appartenance au neurotype prédominant. Puis je me permets de souligner que quand une personne qui correspond au neurotype prédominant se prononce sur la façon dont les autistes devraient s'identifier, bien ça, en fait, ça réitère des relations de pouvoir en positionnant les premières en position d'autorité et les autistes de façon subordonnée. Très problématique. Et je vous invite aussi à remettre en question les suppositions, les normes, les pratiques neuronormatives, à dénoncer, à contrer le neurocapacitisme, à vous informer sur comment vous pouvez être et agir comme allié pour les autistes. Je termine mon message avec je termine ma présentation avec un message pour l'auditoire autiste qui se veut dans une invitation à l'autocompassion, à la neuroaffirmation, à l'émancipation. On vit, on navigue et on est socialisé dans un contexte, un cadre qui présente les autistes sous un jour très infériorisé, négatif. C'est difficile dans ce contexte de se construire une identité qui est fondamentalement positive. On est toujours confronté, toujours exposé à des messages qui nous renvoient une image négative de soi-même. Ce n'est pas facile, c'est confrontant, c'est invalidant. Et de là, mon message d'invitation à l'autocompassion, à trouver des stratégies pour se préserver, pour se protéger, pour réduire peut-être l'exposition à de tels messages. Je lance aussi un message en lien avec un appel à la neuroaffirmation, à l'émancipation. Je l'ai mentionné, il y a des stratégies, il y a des moyens par lesquels on peut contribuer selon ce avec quoi on est confortable, selon ce avec quoi on est à l'aise. Au moment où on est à l'aise de le faire, tout au long de notre parcours, de notre cheminement, de notre trajectoire, à affirmer et réaffirmer les caractéristiques, les attributs positifs favorables qu'on porte et qu'on associe peut-être soi-même à l'autisme, de manière à
contribuer à cette mouvance de transformation sociale, de transformation des représentations pour se réapproprier cette valeur-là positive qu'on peut avoir de soi-même pour la partager, pour la nommer et éventuellement pour s'émanciper de ces discours négatifs qui prévalent, de sorte qu'éventuellement on soit capable de se construire positivement, qu'on soit capable de contribuer à un contexte où les personnes qui nous suivront, les autistes qui viendront après nous, soient en mesure de se construire positivement et d'être perçus positivement. Donc, je vous remercie pour votre écoute, puis pour l'attention que vous avez portée à ma présentation. Merci, Marjorie. C'est toujours un plaisir, un enrichissement de vous écouter. Beaucoup d'informations. Je pense que je vais devoir réécouter votre présentation pour vraiment bien tout absorber. Donc, votre présentation met en lumière et met de l'avant les défis dans le développement identitaire et l'influence de nos représentations et les rôles que chacun de nous peut occuper pour favoriser la construction identitaire, l'ouverture et l'écoute. Donc, merci beaucoup. Avant d'attamer la période de questions, je vous rappelle l'importance de préciser votre nom dans la bande Zoom. Comme ça va faciliter notre tâche. Vous êtes nombreux, vous êtes plusieurs, 137 au dernier décompte. Donc, ça va vraiment faciliter notre tâche, va être plus efficace si votre nom est identifié, puisque nous avons déjà associé votre nom à la salle à laquelle vous avez manifesté et votre intérêt à participer. Donc, nous aimerions vous encourager à préciser votre nom et préciser P si vous êtes un participant. Comme ça, la personne qui animera la salle pourra déjà savoir qui est présent dans la salle, qui sont les rôles. Et aussi, maintenant, c'est la période de questions. Donc, je vous invite à poser votre question comme ça a déjà été fait, dans la zone questions-réponses. Nous la lirons. Et puis, nous l'adressons à la conférencière concernée. Puis, si vous souhaitez échanger avec la conférencière, levez votre main. Puis, lorsque ça sera le temps, on vous accordera le tour de parole et vous pouvez ouvrir le micro et échanger avec elle. Alors. Je peux y aller? Oui, vas-y. J'ai une première question pour Marjorie. Voici la question. Si on ne se base pas sur les critères du DSM pour reconnaître l'identification d'une personne à la communauté autiste, comment faire pour savoir si la personne qui s'identifie autiste est vraiment autiste et qu'elle n'est pas imposteur et ne nuira pas à l'image de l'autisme? Puis on a comme une sous-question, là. Aussi, en recherche, beaucoup de recherches considèrent les personnes autodiagnostiquées autistes. Devrait-on considérer les données de ces personnes à part de celles qui ont formellement reçu un diagnostic? Premièrement, je vais répondre à la deuxième question qui va être plus simple à répondre. Je l'ai mentionné brièvement pendant ma présentation en lien avec dans la recherche. Est-ce qu'on devrait considérer séparément les autistes identifiés formellement par une personne jugée habilitée à le faire, personne professionnelle jugée habilitée à le faire sur la base de critères diagnostiques? Et ça, McDonald's, dans les travaux de McDonald's, les personnes qui sont intéressées pourront avoir accès à travers ma liste de références, mettre en évidence que l'expérience des personnes qui s'auto-identifient, qui s'auto-considèrent autistes est extrêmement similaire à celle des personnes qui sont considérées autistes sur la base de critères diagnostiques. Donc, ces réflexions-là, puis de tels travaux, ça invite à remettre en question, en fait, cette différenciation-là et la suprématie qu'on accorde à l'évaluation externe, biomédicale des personnes. Puis pour la deuxième question, en fait, qui était la première, le fait de considérer sur quoi on peut s'appuyer, outre les critères du DSM, pour éviter que des personnes se présentent, s'identifient, recherchent le statut autiste, alors qu'en fait, elles seraient possiblement imposteurs par rapport à ça.
Moi, j'ai simplement envie de re-questionner, hein, dans une perspective critique de la chose, de re-questionner, est-ce qu'on est-ce qu'on considère que quelqu'un qui dit être lesbienne, par exemple, est imposteur? Est-ce qu'on soumet cette identité réclamée que quelqu'un peut avoir à un prisme quelconque d'objectivation externe par quelqu'un d'autre? Hein? Il y a une époque, on peut retourner dans le temps, là, il y a eu une époque où l'homosexualité se retrouvait elle était considérée comme une pathologie, elle était soumise à une évaluation externe. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les identités que les gens veulent réclamer, doit-on les faire passer à travers le prisme d'une autorité externe pour valider? Ici, en fait, la seule raison pour laquelle existe cette validation externe, c'est pas parce que l'autisme est considéré par certaines personnes comme une identité. C'est parce que d'autres personnes de l'extérieur le considèrent comme un trouble, comme une condition médicale. Et c'est donc sur la base de cette représentation-là de l'autisme comme condition, comme trouble médical, qu'on y attache, qu'on y accorde, en fait, cette considération, cette observation par des personnes externes qui appartiennent au corps médical. Parce que si on considère que l'autisme n'est pas un trouble, n'est pas une condition médicale, pourquoi avoir besoin même de cette autorité médicale externe pour déterminer qu'une personne soit autiste? Il y a lieu de se questionner sur toutes sortes d'autres stratégies puis moyens pour explorer si quelqu'un se considère, s'estime, s'identifie autiste. Puis de façon générale, là, à l'intérieur des communautés autistes, prévaut une réflexion ou je dirais pas un adage, là, mais une idée qui est largement partagée du fait qu'entre autistes, c'est drôle, on se reconnaît. Et en fait, prévaut aussi ça à travers les groupes au neurotype prédominant, parce que, en fait, si les autistes vivent autant de stigmatisation et d'oppression, c'est parce qu'ils sont reconnus, identifiés très rapidement comme étant distincts sur la base de caractéristiques très distinctes. Parce qu'en fait, s'il n'y avait pas de caractéristiques distinctes qui étaient perçues par n'importe qui, hein, pas professionnel, pas relevant du corps médical ou de la recherche, ben, elle ne serait pas là, cette stigmatisation et cette oppression-là. Elle existe parce qu'il y a des caractéristiques très apparentes que, de façon générale, dans la société, les gens remarquent, notent, observent très rapidement, indépendamment de n'importe quel prisme biomédical qui s'y applique. Merci beaucoup, Marjorie. Et on a Lydia Zamacentre Didache qui a levé la main pour une question. Vous pouvez prendre la parole. Si c'était une vieille main, on va passer à une autre question. Lydia, est-ce que vous vouliez prendre la parole? OK. Je vais passer à une autre question. Est-ce que les personnes non autistes sont incluses dans la neurodiversité et comment les personnes du neurotype prédominant devraient s'identifier ouvertement? La question, elle s'adresse à qui? Pour Marjorie, pardon. Ah oui. En fait, la neurodiversité, là, c'est un terme, c'est un concept qui caractérise la diversité de l'humanité, la diversité de tout être humain en termes neurocognitifs. Donc, oui, les personnes qui appartiennent au neurotype prédominant font partie de la neurodiversité, comme toute autre personne, comme les autistes, comme les personnes qui présentent un profil d'attention différent, comme les personnes qui présentent un profil 10, comme les personnes, comme n'importe qui, en fait. Tout le monde se retrouve dans le concept de neurodiversité. À distinguer, là, des fois, c'est peut-être ça la confusion, là, à distinguer du concept de neurodivergence qui, lui, en fait, traduit, caractérise, décrit des personnes qui se distinguent du neurotype prédominant, donc le neurotype, mode fonctionnement neurocognitif que va présenter une majorité là, de personnes. Puis en fait, moi, j'utilise l'expression les personnes qui correspondent au neurotype prédominant. Les personnes qui correspondent au neurotype prédominant sont alistes. Les alistes ne sont pas nécessairement des personnes qui correspondent au neurotype prédominant. Donc, les gens, s'ils veulent se
contraster leur expérience ou leur vécu à celui de personnes autistes, ben, peuvent utiliser le mot aliste, qui traduit en fait le fait de ne pas être autiste. C'est pertinent si on veut contraster nos expériences ou resituer nos privilèges par rapport aux expériences que peuvent vivre des autistes. Mais si on veut parler de façon plus générale puis se situer plus largement en lien avec des statuts puis les privilèges qui sont associés à une majorité ou à des personnes en position là, justement de majorité, quelqu'un pourrait tout à fait choisir de mentionner là, qui correspond à un neurotype prédominant. Puis, ce qui est intéressant avec cette expression-là, c'est qu'il y a le mot prédominant dedans, hein, dominant, donc c'est qui prédomine, mais il y a aussi avec le domine l'aspect de reconnaissance des privilèges qui viennent avec cette prédominance. Je trouve que c'est intéressant de se l'approprier puis de l'utiliser. Ce terme-là est proposé là, en alternative au terme que peut-être certaines personnes ont déjà souvent entendu de neurotypicité, le neurotypique. Parce que neurotypique, ben, ça induit qu'il y a quelque chose de typique. Puis que ceux qui ne sont pas neurotypiques sont nécessairement à part. Puis ce qui n'est pas typique, ben, c'est généralement perçu dans une vision qui est invalidante ou déficitaire, où il manque quelque chose. Donc, on réitère en fait des visions là, neurocapacitistes, des visions où on hiérarchise des personnes, des statuts. Donc, ce terme-là, profil, là, les personnes qui correspondent au profil neurotypique, au profil cognitif prédominant, en fait, mais en fait, se distingue de cette vision-là où on pose comme normatif ou typique certains attributs plutôt que d'autres. Merci pour cette réponse, Marjorie. Une autre question pour vous. Comment proposez-vous alors de nommer les élèves autistes à haut fonctionnement, entre guillemets, alors pour les départager, pour répondre aux critères d'admissibilité d'un projet d'études, par exemple, départager donc les élèves qui ont des défis d'apprentissage trop importants pour avoir la possibilité de fréquenter dans notre système actuel l'école régulière. Je veux nommer, souligner là, que j'apprécie que dans la formulation soit précisé dans notre système actuel d'école, parce qu'en fait, c'est ça qui traduit et qui est garant de cette représentation-là. Moi, ce que je propose, en fait, là, c'est, et ici, je veux vraiment nommer et souligner, là, je reconnais que le système, en fait, hein, il y a des enjeux systémiques autour de comment on considère, on reconnaît les autistes, de la même façon qu'il y a des enjeux systémiques là, qui traduisent la façon dont on perçoit, considère toutes les personnes qui appartiennent à des groupes qui ne sont pas prédominants. Donc, je reconnais comme un fait qui existe que le système est organisé basé sur ces catégories-là, basé sur le besoin administratif, là, je mets des guillemets ici, là, administratif de s'appuyer sur ces catégories-là. Donc, dans l'état actuel des choses, là, c'est un défi majeur pour les gens d'avoir à naviguer et à jongler puis jouer autour de ces critères-là qui sont prédéterminés, basés sur ces termes-là, basés sur ces représentations-là, sur cette conception-là. Moi, ce que je fais, c'est que je les re-questionne. Moi, j'invite à re-questionner ça pour plusieurs raisons. Parce que, tu sais, si on fait juste essayer de se trouver des façons, des stratégies pour naviguer à travers, ben, on ne les remet pas en question et on ne les change pas. Puis en ne les changeant pas, on les maintient. Puis en les maintenant, ben, on renforce des représentations sociales qui sont péjoratives, infériorisantes. On renforce des visions d'altérisation où on divise, où on crée le eux versus le eux versus le nous. Et ça, c'est problématique là, de façon générale. De la même façon que c'est problématique dans les études, quand on veut séparer les gens, ou pour des élèves dans les classes aussi. Parce qu'en fait, ben, ça veut dire quoi, ça, à haut niveau? Parce qu'en fait, là, le fonctionnement de quelqu'un est tributaire du contexte dans lequel la personne va se trouver. Puis ça, l'expérience de la pandémie, l'expérience du premier confinement a mis ça en évidence pour beaucoup de personnes autistes qui, et c'est pas le cas je dis pas que c'est une généralité à tout le monde, mais beaucoup de personnes autistes se sont rendues compte que dans le premier confinement, qui était un confinement assez serré, là, important, beaucoup de gens se sont épanouis comme jamais
ne s'étaient épanouis dans leur vie auparavant. Beaucoup de personnes se sont rendues compte, en fait, que plein de caractéristiques et d'attributs qu'on leur attribuait et qu'on associait à l'autisme, en fait, étaient juste liés au fait d'être dans un contexte qui n'était pas facilitant, favorable, capabilisant pour eux, pour elles, pour elles, et était plutôt, en fait, le fruit, le reflet de toutes sortes de stratégies d'adaptation à mettre en place au quotidien ou de traumatismes vécus au quotidien, et non pas en lien avec leur fonctionnement optimal, tel qu'ils pourraient l'avoir dans un contexte qui serait aligné avec leurs caractéristiques, leurs besoins, leurs préférences. Donc, évaluer les gens sur la base du fait de les forcer à mobiliser des stratégies d'adaptation extrêmes, ben moi, ça me questionne tout simplement, là. Je vois même pas d'intérêt à essayer de trouver une piste de solution à ça. C'est pas ça à quoi on doit trouver une solution, c'est au problème derrière auquel on doit trouver une solution. Puis moi, je pense que on peut tout à fait décrire les gens sur la base de besoins et de caractéristiques et de préférences. Au lieu de décrire les gens basés sur une perception de haut ou bas niveau de fonctionnement, on peut décrire le besoin de chaque personne en lien avec différents éléments. Donc, par exemple, décrire la nature, l'ampleur du besoin nécessaire, par exemple, pour faire des activités sportives, interactives, d'équipe ou peu importe. Les besoins d'accompagnement ou les besoins d'accessibilité qui peuvent être nécessaires pour permettre à quelqu'un de réaliser un type d'activité plutôt qu'un autre. En fait, tout le monde a des besoins, hein. C'est juste que certaines personnes présentent des besoins qui s'écartent davantage que ceux de d'autres personnes, de la majorité. Et c'est sur la base de ça qu'on détermine haut et bas niveau. Mais haut et bas niveau, c'est problématique, hein, parce que ça traduit qu'il y a des gens qui ont plus de facilité que d'autres. Et ça, c'est invalidant pour beaucoup d'autistes qui, en fait, vont payer un prix très fort à essayer de passer. Et en anglais, on dit beaucoup ça, le passing. Donc, ils vont essayer de passer à travers le prisme des normes, des attentes qui vont camoufler avec un prix très, très élevé en termes de niveau d'énergie, en termes de santé mentale. Et ça néglige complètement tous ces efforts-là que font les gens. Et ça se fait à partir de très jeune, hein. On observe ces phénomènes-là, on observe ces stratégies-là de camouflage très, 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 très tôt chez des enfants d'âge préscolaire. Ça néglige complètement, ça met une pression à performer, une pression à se conformer basée sur une étiquette supplémentaire qu'on attribue à l'effet qu'il y a une catégorie d'enfants dans les classes qui sont à haut niveau puis qui n'ont pas besoin de ben d'aide qui vont arriver à naviguer à travers ça. On met toute cette pression-là sur la personne, sur l'enfant qui doit essayer de tenter de rencontrer ses attentes. Je pensais qu'ils ne s'en rendent pas compte, là. C'est une illusion totale parce qu'on s'en rend très bien compte. Parfait. Donc, si je comprends bien, c'est pas le fait de devoir absolument avoir un diagnostic là, à l'école, c'est pas adapté dans la société actuelle parce que ça repose vraiment sur l'identité de la personne même. Puis, les changements seraient à faire au niveau du système scolaire, dans le fond, pour mieux inclure tous les élèves, quelles que soient leurs identités. Tout à fait. Puis dans les faits, ben, des niveaux de soutien ou des besoins en termes de soutien et d'accessibilité ne sont pas liés à des identités ou à des étiquettes. Il y a certains enfants autistes qui vont avoir besoin de certains types de soutien et pas d'autres. De la même manière qu'il y a certains enfants sourds qui vont avoir besoin de certains types de soutien et pas d'autres. Certains enfants aveugles qui vont avoir besoin de certains types de soutien et pas d'autres. Certains enfants qui sont plus petits ou plus jeunes que les autres dans leur classe qui vont avoir besoin de plus de soutien et pas d'autres. Il n'y a pas de généralité là, absolue à mettre en place. Donc, de cibler et de définir le type et la nature des besoins de soutien, plutôt que d'attribuer des étiquettes qui, au demeurant, sont invalidantes, me semble une stratégie beaucoup plus appropriée. Et moi, j'ai toujours un malaise au fait que dans les milieux scolaires, les milieux éducatifs, on utilise un prisme biomédical. On n'est même pas dans le milieu médical, on n'est même pas dans le domaine de la santé et des services sociaux et on y associe, on utilise dans ces modèles éducatifs, dans ces modèles scolaires, des cadres d'interprétation des élèves qui nous viennent d'autres disciplines. Moi, j'ai toujours trouvé ça très questionnable. Mm-hmm. On a une autre question pour vous, Marjorie. Comment proposez-vous de réconcilier vos propos
avec les exigences administratives qu'un diagnostic ait été émis pour obtenir notamment de l'aide professionnelle ou financière. En effet, les parents qui consultent avec des enfants en grande difficulté de fonctionnement dans leur groupe de pairs font des démarches pour obtenir ce diagnostic afin de recevoir de l'aide. Mais en fait, ça ne se réconcilie pas. Puis je ne souhaite pas que ce soit entendu et qu'on cherche à réconcilier ça. Parce qu'en fait, s'il y a des gens qui écoutent mon message puis qui tentent de les réconcilier, en fait, avec le système actuel, c'est que là, on réinterprète et on dénature complètement mon propos. Moi, mon propos, il ne vise pas à se réconcilier avec le système actuel. Mon propos vise à remettre en question le système actuel. Mon propos se veut une graine là, à semer pour éventuellement faire germer des remises en question, des changements, des transformations. Mon message n'est pas réconciliable avec le système actuel. Puis, pour plusieurs personnes qui entendent ça, là, la dissonance doit être très importante. Et moi-même, là, je la vis, cette dissonance-là. Je suis en désaccord avec le système actuel, mais je vis dans ce système actuel. Puis, pour bien des aspects, on essaie de trouver une manière là, de tournicoter pour arriver à fitter. Cela étant dit, là, il y a deux aspects très importants. Un, que des personnes qui sont directement concernées, qui sont autistes, cherchent à trouver une manière d'arriver à naviguer, même en s'opposant à ce système-là, c'est une chose. Mais que des personnes qui sont alistes, qui ne sont pas autistes, cherchent à trouver une manière de faire fitter une vision qui se veut affirmative de l'autisme à travers un système qui est profondément non affirmatif et invalidant, ça, c'est complètement distinct. Ça, c'est absolument inacceptable. Mon message vise à soulever et à engendrer et à mener à des transformations de ce système-là, pas à trouver une manière de passer à travers. Merci. Puis dans un autre ton, je trouve que ça fait différent comme question, là. On a une ou un participant qui mentionne dans les recherches du GRADA en général, donc on s'adresse soit à Marjorie ou à Stéphanie, y a-t-il des données concernant les intersections identitaires, notamment autistes et racialisés ou autistes et non-binaires, notamment d'où l'obtention d'un diagnostic du domaine médical est très difficile pour des raisons sociopolitiques, mais aussi pour l'émergence de termes pour s'auto-identifier, comme par exemple neurodissidente, neuroqueer, ou bien s'identifier au genre autiste ou gender what. Bien, pour le GRADA, il n'a pas fait des études à date. Peut-être que ce sera un intérêt éventuel par rapport à l'intersectionnalité de différentes identités. Non plus, je ne m'avancerai pas là-dedans parce que ce n'est pas mon expertise encore. Je n'ai pas assez de données pour être capable d'appuyer mon propos. Donc, je ne vais pas m'aventurer là pour ne pas dire des niaiseries. La question portait là, sur les travaux à l'intérieur du GRADA, mais je me permettrais là, rapidement juste de mentionner, il y a quand même il y a très peu d'études là, qui ont été menées, réalisées sur des aspects d'intersection. Très peu, ce n'est pas inexistant, là, il y en a quelques-unes, là, mais il y en a proportionnellement très peu, particulièrement en lien avec des enjeux d'intersectionnalité, là, en lien avec l'autisme. Puis, en fait, des personnes qui appartiendraient là, à différents groupes là, racialisés. Cela étant dit, il y a un nombre croissant d'études qui s'intéressent à l'autisme dans les intersections en lien avec la pluralité de genre, particulièrement, en fait, et ça, c'est important, particulièrement des études qui sont menées par et pour des chercheurs, des autistes, donc par des chercheurs ou des chercheuses qui s'identifient autistes et qui sont également concernés bien souvent par ces perspectives-là et ces intersections-là identitaires en lien avec la pluralité de genre. Ça, on peut trouver ça en faisant des recherches là, assez facilement sur, par exemple, Google Search Color. Quelqu'un qui aurait envie de fouiller et qui n'a peut-être pas accès à des bases de données scientifiques pourrait aisément là, trouver un certain nombre d'études qui est assez croissant, assez en effervescence dans le domaine de la recherche et particulièrement, en fait, le domaine de la recherche qui est mené par des chercheurs ou des chercheuses autistes. Mm-hmm. Merci. Pour Marjorie, on a une participante qui nomme « Comme chacun a sa propre identité rattachée à ses propres perceptions externes et internes, comment fait-on pour rétablir une nomination rattachée aux personnes autistes alors que chacun pourrait avoir une identité totalement différente de celle qui ressort de la vaste majorité? »
ne nous enlignons-nous pas vers une société ultimement étiquetée, entre guillemets, où chacun formera sa propre étiquette? Mais en fait, moi, je ne vois pas d'enjeu au fait que chaque personne puisse se créer, que chaque personne se crée sa propre identité. C'est déjà ce qu'on fait par rapport à plein d'attributs, par rapport à plein de caractéristiques dans la vie. L'autisme est un attribut de plus qui en fait, contribue à façonner, à former l'identité de quelqu'un. Et l'identité, c'est pas vrai que ça se passe uniquement parce que quelqu'un veut réclamer. L'identité, ça se négocie à travers la manière dont une personne se perçoit, la manière dont une personne se perçoit elle-même par rapport aux autres, mais aussi par rapport à la validation, par rapport au regard, par rapport à la manière dont les autres vont percevoir cette personne-là, dans ce qu'elle projette, dans la manière dont elle se présente et dans son rapport à différents autres groupes. Donc, toute forme d'identité, c'est comme ça pour toute forme d'identité, ça se joue par des transactions à l'intérieur de groupes sociaux. Quelqu'un qui vit seul, là, avec aucun contact avec qui que ce soit d'autre, jamais de sa vie, là, très difficile de se construire une identité là, parce qu'en fait, on est juste soi-même. Point final, c'est tout. On ne se positionne pas, il n'y a pas de rapport à d'autres. Il faut nécessairement qu'il y ait ça. Donc, en fait, ce n'est pas quelque chose d'aussi simple que de dire que quelqu'un va nommer, s'affirmer d'une manière ou d'une autre sans qu'il y ait aucune relation au rapport ou aucun phénomène, processus qui s'installe, outre que cette réclamation-là très personnelle. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a nécessairement des jeux de négociation qui se passent sur le plan social. Mais moi, je ne la vois pas. Là. Je la vois juste pas, cet enjeu-là, de penser que c'est un problème que des gens puissent réclamer des identités. Et je formule l'hypothèse que chez les personnes qui se questionnent par rapport à ça, et il y ait la préoccupation du fait que, si n'importe qui, guillemets, là, puisse se réclamer autiste, ben là, ça va être un problème. On va faire quoi avec les services ou avec le soutien qui est offert? Dans les faits, je reviens au point là, que moi, personnellement, je cherche à remettre en question le système qui repose sur la catégorisation de personnes. Ce n'est pas vrai que toutes les personnes autistes vont avoir besoin des mêmes types de soutien, même type de besoin d'accessibilité, même type de préférence, même type de fonctionnement. C'est variable. En fait, on doit s'appuyer sur des caractéristiques, des attributs et des besoins spécifiquement ciblés en lien avec peu importe des contextes, des activités, des occupations quelconques, et non pas des attributs généraux qui caractérisent les personnes. Donc, ce questionnement-là sur oui, mais qui va se réclamer, puis à quoi l'incidence, moi, je ne la vois pas parce que je ne pense pas qu'on devrait maintenir ce système-là qui s'appuie sur ces identités ou sur ces catégorisations génériques. Donc, Idia, si tu me permets. J'aimerais contribuer à la discussion en tant qu'Alice qui n'a pas l'impression qu'il fit dans le système ou qu'il fit dans la norme, que le combat mené ne devrait pas être posé uniquement par les personnes autistes. Je pense qu'on peut soutenir ce combat-là dans le changement et dans la remise en question et pas juste être vous accompagner là-dedans, vous accorder la parole pour le faire et pas juste que ce soit les personnes autistes qui le font d'eux-mêmes. Parce que c'est lourd, puis pour avoir mené des études sur les conditions de travail chez les femmes professeurs dans l'université, ce qu'on voit, c'est que ça va être tout le temps elles qui vont être dans les comités, ça va être tout le temps elles qui vont être de l'avant, puis dans le fond, ils ne vont pas avancer leur carrière. Donc, je pense que si je transpose mes connaissances à la réalité autiste, si on repose uniquement sur vous, c'est beaucoup. Donc, je pense que c'est pour ça que les alistes, notre position, c'est de vous entendre, de vous écouter, puis de vous accompagner là-dedans, puis de le faire en toute ouverture. Puis juste en terminant, parce que s'il reste une autre minute, pour avoir vraiment surtout fréquenter le milieu scolaire, puis former aussi les prochaines générations de psychoéducateurs, psychoéducatrices, les services sont axés sur l'évaluation des besoins. Donc, on va vraiment passer par une évaluation psychoéducative qui se veut exhaustive sur les besoins, mais pour se rendre là,
à ce moment-ci, comme tu mentionnes, Marjorie, c'est faut qu'il y ait une cote. Parce que sinon, à cause de la précarité des services, il n'y a pas la personne qui est en place pour faire cette évaluation-là puisse le faire. Donc, c'est vraiment, je pense, à cette strate-là, à savoir, bon, si on met le bon bout là, dans ce système-là pour permettre justement qu'il y ait une évaluation des besoins qui soit faite, peu importe que la personne présente une cote ou pas, mais quand le besoin se présente. C'est ça que j'entends. À la base, l'évaluation des besoins est bonne, mais c'est avant d'accéder à là. C'est là le problème. Tout à fait, c'est très juste. Puis en fait, ce que tu soulignes, Stéphanie, c'est une invitation, c'est un appel à ce que les gens s'outillent et développent des stratégies pour devenir des alliés pour les autistes. C'est littéralement ce que tu dis. Puis si les mots, s'il y a des gens qui cherchent comment on peut faire ça, ce que tu étais en train de décrire, ben, une petite recherche avec le mot allié peut être une bonne stratégie. Quelles sont les stratégies à mettre en place? Quels sont les attributs, les caractéristiques, les compétences à développer? Si on cherche avec le mot allié, on peut trouver plein de belles pistes de départ pour développer ça. Merci. Merci beaucoup à toutes vos questions. On n'a pas pu répondre à toutes les questions. Elles sont super intéressantes. Peut-être qu'on pourrait poursuivre notre discussion dans le chat maintenant que les salles sont ouvertes. Je ne sais pas. Je vais voir qu'est-ce qui est possible de faire. Fait que maintenant, on ouvre les salles. Donc, avant de le faire, pour ceux et celles qui désirent maintenir leur anonymité, donc, pour nous faciliter la tâche dans la distribution des salles, peut-être que vous pouvez juste mettre le nom de la salle que vous voulez être dedans. Donc, je rappelle de mettre P pour participant, A pour auditeur. Donc, auditeur, il n'est pas attendu que vous contribuez aux discussions. P, oui. Alors, les 5 salles disponibles aujourd'hui sont Identité autiste, menée par Marjorie, l'inclusion à loisir, menée par Valérie Desroches, la parentalité et l'âge adulte, menée par Marie-Hélène Poulain, les environnements adaptés, menés par Lucilla, et puis le développement identitaire et la famille, mené par Gabrielle. Donc, c'est un choix déchirant à faire. Je ne sais pas comment vous avez fait. Moi, j'ai le privilège d'aller voir comment ça fonctionne sur toutes les salles, mais ça fait en sorte que je ne peux pas suivre toutes les conversations. Alors, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on se lance dans les salles de discussion? Dans le chat, je vois que tout est bon. Alors, Julien, on peut ouvrir les salles. Bonne discussion à tous.